Bonjour mes petits élèves de première. Dans cette vidéo, on va parler du tableau d'avancement. Donc en gros, quand vous avez une réaction chimique à étudier, en général l'exercice se fait de la manière suivante. D'abord, il faut équilibrer le B, ce que j'appelle le B, c'est l'équation bilan. Ensuite, calculer les quantités de matière à l'état initial. Décrire l'état du système à l'état d'avancement X, déterminer la valeur de l'avancement maximal X max et quel est le réactif limitant s'il y en a un, et puis en déduire les quantités de matière à l'état final. Donc tout d'abord équilibrer l'équation bilan. Si vous voulez vous entraîner, vous tapez sur Google Australo équation, le premier lien. Vous arriverez sur ce site sur lequel vous avez accès à différentes pages d'équations à équilibrer. Il faut mettre les coefficients. Et puis vous pouvez vérifier vos réponses. Si on prend un exemple de comment on résout ça, par exemple, prenons n'importe laquelle, c'est pas très important. Prenons par exemple celle-ci. Donc on va toujours commencer par changer les coefficients des molécules qui comportent le plus d'atomes différents. Et puis garder celle où il y en a le moins, par exemple O2. Parce que c'est elles qui nous permettront, sans changer trop de quantité d'atomes différents, de pouvoir équilibrer la réaction. Et puis on regarde quelles sont les conditions qu'on peut voir sur les coefficients. Par exemple ici, on regarde qu'à gauche, sur la 5, là c'est celle qu'on va faire, il n'y a qu'une seule molécule qui a des atomes de soufre, S, et lui il en a 2. Ici lui il en a qu'une. Il n'y a que cette molécule-là qui en comporte, et puis il n'en a qu'un. Donc ça veut dire que pour équilibrer les S, je devrais forcément prendre, ce coefficient-là sera forcément 2 fois égal à celui-là. Autre chose, on voit qu'ici il y a de l'oxygène, il y en a 2. Donc forcément j'aurai un nombre pair d'oxygène à gauche, donc il faut que je m'arrange pour avoir un nombre pair d'oxygène à droite. Donc déjà, je suis obligatoirement sûr que lui il est pair en oxygène, lui il est impair, donc lui j'aurais forcément à prendre un nombre pair pour avoir un nombre pair d'oxygène. Donc déjà par exemple pour commencer, j'ai commencé par dire que celui-là est forcément pair, donc je vais prendre le premier nombre pair, 2, et puis après je vais essayer de bidouiller comme ça. Donc là en prenant ça, j'en ai 6 oxygènes, j'ai 4 fer, 4 fer ici, donc ça veut dire que je dois en prendre 4 ici. Comme on a dit que celui-là était forcément égal à 2 fois celui-là, ça veut dire que ici j'en prends forcément 8 pour avoir le bon nombre d'atomes de soufre. Ensuite, il ne me reste plus que les oxygènes à vérifier. Donc là, j'en ai pris 6, 2 fois 3, 6, plus 8 fois 2, 16. Donc 2 fois 6 plus 16, ça fait 22. 22, donc il faut que je prenne 11 oxygènes. Et puis là, c'est équilibré. Voilà, il est content. Voilà, une manière de faire la résolution. Donc, normalement, vous devez être capable d'équilibrer les équations. On reprend l'autre partie. Ensuite, on va vous demander de calculer les quantités de matière. Donc là, on va détailler les différents cas possibles. Premier cas solide, vous avez un solide. En général, on va vous donner sa masse qu'on a prise, en général en grammes. Et puis, on va vous donner la formule de la molécule et il faut trouver M. Donc par exemple, on va vous dire, on a pris 5,5 g de oxyde de fer, Fe2O3, la formule. Donc on cherche N, on connaît M, la formule reliant N et M, c'est N égale petit m sur le grand M. Alors je rappelle que N, la quantité de matière qui est exprimée en mol, une mol c'est quoi? C'est un paquet. Un paquet de molécules ou d'atomes, un paquet de n'importe quoi. Quand je prends 4 mols de quelque chose, je prends 4 paquets de cette chose. Ce paquet contient 6,02 fois 10 puissance 23 éléments. C'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, qui est exprimée en mol-1 parce que c'est le nombre d'éléments par paquet, et comme le paquet, l'unité c'est le mol, ça fait donc par mol, donc mol-1. La masse M, c'est l'ensemble de mes paquets, et puis grand M, c'est la masse d'un paquet. Donc il faut, pour appliquer la formule, trouver M, vu qu'on connaît déjà petit m. La masse molaire d'une molécule, c'est la masse, c'est l'addition de toutes les masses molaires atomiques que compose cette molécule. Donc là, par exemple, j'ai dans cette molécule 2 atomes de fer, 3 atomes d'oxygène. Donc la masse molaire, c'est 2 masses molaires du fer plus 3 masses molaires de l'oxygène. Et ça nous donne 159,69 g par mol. Donc après, il ne reste plus qu'à appliquer la formule suivante. On vérifie qu'on a les bonnes unités. Donc là, les masses molaires sont forcément en grammes par mol.
Donc si vous avez une masse qui est donnée en milligrammes ou en kilogrammes, ce sont les deux autres cas qui peuvent exister en dehors des grammes, il faudra donc convertir d'abord votre masse dans l'unité des grammes, vu que votre masse molaire a des grammes. Ensuite, vous appliquez simplement et puis vous trouvez la réponse et vous obtenez donc des moles. Donc ça, c'est le premier cas solide, c'est le plus simple. Deuxième cas, c'est un liquide. Donc il y aura deux cas, soit on vous donnera que la masse du liquide pris et puis sa formule chimique, et donc dans ce cas-là, on fait comme avec le solide. Ou alors le deuxième cas, c'est soit on vous donnera le volume, sa densité ou sa masse volumique, et puis sa formule. Donc il faudra commencer par calculer sa masse, et puis après refaire comme avec le solide. Donc je vais faire le cas le plus compliqué, c'est le cas où on vous donne la densité. Donc par exemple, on vous dit qu'on a pris 35 ml d'éthanol, et puis que la densité de l'éthanol, c'est 0,789. Je rappelle qu'une densité n'a pas de dimension et sans unité. La formule de la densité, il faut la connaître. C'est en gros la densité, c'est comparer la masse volumique de votre composé par rapport à celle de l'eau. Donc la densité dE est égale à la masse volumique ρE divisé par la masse volumique de l'eau. Donc on en déduit que la masse volumique de l'éthanol ici est égale à la densité de l'éthanol fois la masse volumique de l'eau. Bon, la masse volumique de l'eau, c'est une constante qu'on vous êtes censé connaître par cœur aussi. Elle est égale à 1 g par millilitre, ou alors 1 kg par litre, ou encore 1000 kg par mètre cube. Donc après, vous avez juste à faire l'application numérique. Étant donné que votre volume a été donné en millilitres, vous allez vous arranger pour prendre la masse volumique dans l'unité qui vous arrange, donc celle en grammes par millilitre. Si on vous avait donné qu'est-ce que je dis comme bêtise moi ? Si on vous avait donné un volume en litres, eh bien, il aurait fallu prendre la masse volumique en kilogrammes par litre. Ou alors, après convertir le volume, c'est un choix que vous faites vous-même. Ou alors, dernier cas, on vous donne le volume en mètre cube. Dans ce cas-là, vous prenez la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Donc ensuite, vous faites l'application numérique. Donc ρ est égal à 0,789 fois 1 g par millilitre, ce qui nous donne 0,789 g par millilitre. Ça veut dire concrètement que si je prends 1 millilitre d'éthanol, ce volume aura une masse de 0,789 g. Pardon. Ensuite, il faut calculer la masse. Donc, soit on vous a donné la densité, vous calculez la masse volumique, soit on vous a donné la masse volumique, et dans ce cas-là, vous repartez d'ici. Par définition, on a la masse volumique qui est définie par la masse d'un composé divisé par le volume qu'il occupe. Donc, on en déduit de cette formule que la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Donc, ME égale ρE fois le volume. On n'a plus qu'à faire l'application numérique, vu que le volume d'éthanol on le connaît, la masse volumique on la connaît, on obtient que la masse de l'éthanol qu'on a prise est de 27,6 g. Et puis ensuite on fait comme dans le cas du solide, on calcule la masse molaire et puis on en déduit la quantité de matière N. Le dernier cas, c'est un composé en solution. Donc soit on vous donnera en général le volume et la concentration molaire, ou alors le volume et la concentration massique. Et puis vous aurez forcément aussi la formule chimique. Donc, si vous avez la concentration massique, si vous avez la concentration molaire, volume et concentration molaire suffisent à trouver. Donc, par définition, la concentration molaire d'un composé, c'est la quantité de matière divisée par le volume dans lequel on a mis ce composé. Je rappelle qu'en général, c'est en gros, on a pris un solide qu'on a dissous dans un liquide. Et donc, on regarde, N, c'est la quantité de matière de mon solide, et V, le volume total de ma solution. Donc on en déduit que la quantité de matière, c'est la concentration molaire fois V. Et puis après, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Donc par exemple, on pourrait vous dire que la concentration est égale à 0,5 mol par litre. Et puis on vous dira qu'on a pris un certain volume. En général, le volume sera donné en millilitres. Il faudra donc penser à convertir le volume de millilitres à litre. Si on vous donne la concentration massique, on calcule M, puis après on fait comme dans le cas du solide. D'accord ? Par définition, la concentration massique, c'est la masse de notre composé divisé par le volume dans lequel on l'a mis. Et donc on en déduit ça. Après, on peut aussi, il y a d'autres manières de faire. On pourrait très bien partir de la concentration massique et de la masse molaire pour en déduire la concentration molaire. C'est une autre façon de faire. Donc il n'y a pas qu'une seule façon de faire.
Donc ça, c'est pour calculer les quantités de matière à l'état initial. Donc ça vous permet, lorsque vous avez une réaction chimique, d'écrire l'état initial. Donc là, j'ai fait un exemple de tableau d'avancement. Donc je dis que, en gros, j'ai pris une équation suivante, j'ai fait au pif. 2 molécules A plus 3 molécules B donnent 4 molécules C. Donc à l'état initial, on a calculé auparavant, en faisant comme on a montré juste avant, que j'avais 4,5 mol de A et puis 13,5 mol de B. Concrètement, ça veut dire que 2 molécules de A réagissent avec 3B et ça donne 4C. Ensuite, on va l'écrire à l'état d'avancement X. X, ça correspond à la quantité de matière que vous aurez consommée d'un réactif qui aurait un coefficient stoichiométrique de 1. Le coefficient stoichiométrique, c'est le nombre que je prends. Donc là, par exemple, pour A, le coefficient vaut 2, pour B vaut 3, pour C vaut 4. Donc si j'en consomme X pour un réactif qui a un coefficient stoichiométrique de 1, ça veut dire que pour A, qui à chaque fois je dois en prendre 2, ça veut dire que si j'en consomme X pour 1, j'en aurais consommé 2X. Et donc ce qu'il me reste, c'est ce que j'avais au départ, 4,5, moins ce que j'ai consommé, 2X. Donc 4,5 moins 2X. Pour B, 13,5 moins 3X. Et puis à chaque fois que je consomme un X, je fabrique 4C. Donc 4X. Donc ça, vous décrivez votre système. À partir de là, on va essayer de trouver l'état final et donc l'avancement maximal de la réaction. Ça veut dire à quel moment la réaction va s'arrêter et qu'est-ce qui va nous rester. La réaction va s'arrêter parce qu'on considère que la réaction est totale. Ça veut dire que tant qu'il y a du A et du B, ça va réagir pour donner du C. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les réactions chimiques. Mais en tout cas, en première et peut-être même en terminale, on ne s'occupe que de ces réactions-là. Donc, on va chercher la valeur de X pour laquelle l'un des réactifs va commencer à manquer. Il aura été consommé entièrement. Donc pour faire ça, c'est simple, c'est en gros que lorsque j'ai plus de A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici j'ai 0, donc ça veut dire que cette valeur-là vaut 0. Et puis si j'ai plus de B, ça veut dire que cette valeur-là vaut 0. Donc je vais résoudre mes deux équations toutes simples là, et trouver la valeur de X pour laquelle A va manquer, et la valeur de X pour laquelle B va manquer. Et puis après, je vais comparer les deux. Et puis on en déduira lequel va manquer en premier. Pour A, on a 4,5 moins 2x égale 0, donc 4,5 égale 2x, et x égale 4,5 divisé par 2 égale 2,25 mol. Je rappelle que x est un nombre de mol qu'on a consommé. Pour B, je fais la même équation, 13,5 moins 3x égale 0, 13,5 égale 3x, et donc x égale 4,5 mol. Donc ça veut dire que si je regarde mes deux valeurs de x, quand x va valoir 2,25, A va être épuisé, B, il peut aller jusqu'à 4,5 x pour x, donc ça veut dire que A va manquer en premier. Donc ça veut dire que A est mon réactif limitant et que j'ai introduit B en excès. Il peut y avoir le cas particulier qu'on a fait lors de l'exercice, c'est-à-dire lorsqu'on se place dans les conditions stoichiométriques, c'est-à-dire qu'on a pris pile poil la bonne quantité de A et de B, pour qu'à la fin de la réaction, il reste plus rien de A et de B. Ça veut dire que je trouverai le même X ici dans mes équations pour les deux. Là, c'est pas le cas. Donc là, c'est A qui manque en premier et le réactif limitant, c'est A et B en excès. Donc on en déduit que l'avancement maximal qui peut avoir lieu, c'est lorsque A est consommé entièrement et donc X max égale 2,25 mol. Ensuite, il ne me reste plus qu'à calculer l'état final de mon système. Quelle quantité de matière j'aurai de A, de B et de C. Donc il suffit de me reprendre mon équation ici, mon état X, et puis d'introduire la valeur X max pour calculer la quantité de matière à l'état final de chacun de mes trucs. Bon, bah pour A, vu que X max a été calculé de telle manière à ce que A arrive à 0, donc il m'en restera 0. B, j'en ai donc 13,5 moins 3 fois X max. X max c'est 2,25, il m'en restera donc 6,75 mol. Et puis bah, C, j'ai fabriqué 4 fois X, 4 fois 2,25 égale 9 mol. Et donc là, j'ai déterminé mon état final. Alors là, j'ai pris le cas où on n'avait pas de C qui existait. Vous pouvez avoir des cas où vous avez déjà créé un composé C et qui en a déjà présent dans votre système. Et donc dans ce cas-là, ici, ça n'aurait pas été 0. Et par exemple, si ici, ça avait été 5, ici, ça aurait été 5 plus 4x. Donc voilà, ensuite, vous pouvez, vous aurez en général fini l'exercice. Alors après, on pourra vous demander d'en déduire à partir des quantités de matière que vous avez calculées de réactifs ou de produits, en déduire les masses que vous avez obtenues de B, ou le volume si c'est un liquide ou une solution, etc. Dans ce cas-là,
Il suffit de reprendre les calculs qu'on a fait auparavant en cherchant cette fois-ci non plus N mais M ou V ou parfois ça peut être une concentration, etc., etc. Et ça peut être aussi, comme on a vu dans l'exercice, le volume d'un gaz. D'accord? Il suffit dans ce cas-là, si c'est le volume d'un gaz, on vous donnera en général le volume occupé par une mole de gaz et vous fera juste multiplier le nombre de moles que j'ai par le volume occupé par une mole de gaz. Donc voilà pour cette vidéo. Et puis voilà, pensez bien quand vous faites vos calculs de quantité de matière ou de masse, etc., à chaque fois à préciser la formule que vous utilisez en mettant bien les symboles associés. Ça veut dire que par exemple tout à l'heure, si je prends ce cas-là, ici j'avais l'éthanol, j'avais défini que toutes mes grandeurs associées à l'éthanol étaient avec un petit e. Je dois donc mettre dans mes formules ρE et pas juste ρ, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, quand vous aurez des exercices compliqués, vous aurez de différents ρ à gérer en même temps, il faut donc pouvoir identifier qui est qui. En général, le symbole ρE est défini par l'énoncé. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de le définir au préalable en disant soit ρE, la masse volumique de l'éthanol. Ensuite, vous faites gaffe quand vous donnez, il faut faire attention aux conversions d'unités, c'est le piège. Et le dernier piège, c'est penser aussi à bien noter votre unité à la fin pour votre résultat. Donc voilà, je vous laisse faire une fiche synthèse de ça. Bon, même si c'est pas vraiment un cours, c'est plus un exercice appliqué et puis des exemples de calcul. Je vous conseille de la faire sérieusement parce que ça, c'est quelque chose que on va réutiliser plusieurs fois cette année. Et puis l'année prochaine, vous allez l'utiliser encore plus. Donc voilà, bonne fin de journée.